connaissent pas les Altercato, on fait des conférences sur des thèmes qui ont trait à la politique, à différents sujets de société, et on essaie de se former pour pouvoir agir en tant que chrétien dans la société. Donc là, on est ce soir dans notre troisième séance de l'atelier économie, consacré à l'économie. Et donc, on a le plaisir de recevoir Toufik Belfaroum, c'est ça? Belfaroum. Ouais, c'est bon. Et Adrien Pelleranda. Ce soir, on va parler d'économie collaborative et se demander si c'est une alternative crédible au capitalisme financiarisé. On va procéder à quelques définitions, donc ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter Adrien, qui est maître de conférence en sciences de gestion à Sciences Po Toulouse, et qui est membre du laboratoire d'études et de recherche sur l'économie, les politiques et les systèmes sociaux, et secrétaire de la Société de philosophie des sciences de gestion. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on avait son président, Baptiste Ravin. Et donc, ces recherches portent sur l'étude des collaborations public commons, donc des termes anglais, et des communautés auto-organisées autour des biens communs de la connaissance. Voilà, donc on aura son expertise et puis Lucie va nous présenter les deux. Donc je vous présente Toufik. Après 5 ans passés dans l'univers des startups et du e-commerce, dont Amazon, Toufik a rejoint le collectif WeShare en 2015, qui va vous présenter ensuite, afin d'y structurer les partenariats et relations stratégiques avec les grands groupes, startups, collectivités publiques et associations. Il est également en charge de l'organisation du WeShare Fest, conférence initialement dédiée à l'économie collaborative, qui s'intéresse plus largement à comment les différents acteurs peuvent contribuer à l'émergence d'une société plus collaborative et qui aura pour thème en 2017 la relation ambivalente entre les villes et le numérique. Donc au sein de WeShare, Toufik travaille notamment sur les questions du partage de la valeur et du pouvoir dans les organisations de l'économie collaborative et de l'économie sociale et solidaire, dans le cadre de l'étude Gouvernance publiée en mars 2017. En parallèle, Toufik est investi aussi dans les zones d'éducation prioritaire en Ile-de-France, puis il intervient dans le cadre associatif et bénévole dans des classes de collège et lycéens. Donc peut-être, pardon, pour commencer, on va un peu s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de capitalisme financiarisé. Donc je vous laisse un peu développer chacun ce que vous entendez par là, ce que vous mettez derrière. Et puis après, vous exprimer chacun votre tour et on aura un temps de questions qu'on espère riche et long. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à y réfléchir dès le début de l'intervention. Enfin, même on vous invite à réagir pendant notre propos si vous avez envie de nous challenger ou de dire que il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Ça permettra d'animer un peu plus la soirée. Je sais pas, donc on... Ouais, tu veux... je te laisse donner la définition. Peut-être quelques mots. Bon, c'est vrai qu'a priori, le titre qu'on nous a proposé paraît consensuel et ne fait pas débat. Opposer économie collaborative à capitalisme financiarisé, je ne sais pas si quelqu'un est en désaccord avec la formule. Si, vous n'êtes pas d'accord. Pour quelle raison? C'est compliqué. Oui. C'est long, alors comme c'est vous qui faites la concurrence. En fait, sous des dehors consensuels, qui sont là aussi peut-être à viser un peu marketing, il faut quand même, ça permet d'approfondir certaines choses qui, en fait, en préparant, on se rend compte que les deux sujets peuvent être liés. Alors, comme point de départ, j'avais proposé d'illustrer par un film que normalement au Simone, plusieurs d'entre vous ont vu. Il s'agit du film Demain. Voilà. Et pardon ? On a fait une projection. Voilà, c'est une projection. Alors, c'est une projection clandestine sans doute, mais dans le film Demain, il y a une image assez marquante de la ville de Détroit, qui a subi durement la crise des subprimes, donc crise au départ immobilière, bulle immobilière des années 2006-2007. Beaucoup de gens de Détroit ont perdu
leur maison, en plus de perdre leur emploi, beaucoup ont quitté la ville, mais sur place, des choses se reconstruisent, et notamment de nouvelles formes d'agriculture partagée. Donc là, on avait ici un lien. Alors, peut-être pour revenir sur la problématique de notre économie, finalement, pourquoi parler de capitalisme financiarisé ? Est-ce que c'est le bon terme ? Bon, il est vrai que quand on fait des études d'économie, on apprend de base que depuis la fin des années 60, début des années 70, notre économie et surtout la finance est entrée dans une forme d'irréalisme, du moins ce que j'appelle l'irréalisme, puisque nous n'avons plus aucun lien avec le réel que représentait l'or, par exemple, pour la monnaie. Et on a eu une suite de lois de dérégulation financière qui ont probablement préparé ce qui s'est produit dans les années 2000. Mais au-delà des crises financières, il y a des crises qui sont internes à l'économie, qui sont du capitalisme mais non financiarisées, même si ça participe en termes de bulles. Moi, en regardant un peu dans le passé, la bulle Internet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en mars 2000, les valeurs Internet, les valeurs .com avaient atteint leur pic, et puis on parlait à l'époque de nouvelle économie. C'était le newbies, nouvelle économie. Tout s'est effondré. Très peu de sociétés ont survécu. Google a été fondé juste avant, Amazon est encore là, eBay aussi. Mais la plupart des géants de l'époque se sont interrompus. Alors, quelques caractéristiques auxquelles j'ai pensé pour un peu préciser ce capitalisme financiarisé. Donc, peut-être depuis 40 ans, l'extension du rôle de la monnaie et de la propriété. Alors, je parlais d'irréalisme. Aujourd'hui, ce que nous avons en espèces sonnantes et trébuchantes ne représente quasiment rien dans l'économie. Vous serez d'accord, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, c'est moins de 1%. Et alors que ce que représente la monnaie, qui a été totalement dématérialisée, aujourd'hui nous sommes tous dépendants de systèmes financiers totalement dématérialisés, numériques pour la plupart. Nous avons tous normalement des comptes en banque en ligne, et nous avons très peu de pouvoir sur une grande part des flux financiers. À titre d'exemple, j'aime bien citer cette anecdote d'André Orléans, qui est un économiste qui s'est spécialisé dans la valeur, et qui dit que, par exemple, sur les marchés boursiers, aujourd'hui, donc on a très largement automatisé le fonctionnement des marchés boursiers. Pratiquement 70% des ordres boursiers sont automatisés, sont pris ont été programmés. Ce qui fait que quand on entend dans l'actualité « le marché n'a pas le moral ce matin », ou les valeurs boursières sont à la baisse, les investisseurs... En réalité, il dit, lui, ce sont les robots qui feraient une dépression. Donc c'est un des aspects. Un autre, c'est le fait que finalement, ce capitalisme financiarisé a beaucoup accru les inégalités, a entraîné de façon générale notre économie dans la spéculation, génère beaucoup de pauvreté, ce qu'on a vu avec le film Demain, et une pauvreté qu'il faut regarder précisément, au moins sur deux aspects. J'ai deux points à vous proposer pour la France. Sur le plan alimentaire, théoriquement, et notre production du marché national et ce que nous importons permettrait de nourrir la totalité de la population, et même au-delà, largement chaque année. Or, ce n'est pas le cas. Un grand nombre de personnes en France souffrent d'insuffisance alimentaire. Ce n'est que depuis l'année dernière qu'une loi, on fête les 1 an de cette loi d'ailleurs, le 8 février 2016, que le gouvernement a légiféré pour obliger la grande distribution à permettre à redistribuer les denrées alimentaires qui sinon seraient jetées. Il y a 10 millions de repas qui ont pu être partagés depuis 1 an, chose qui ne devrait pas se produire dans une économie de l'abondance, puisqu'on vit on est censé vivre dans une économie de l'abondance. Et un autre aspect, c'est sur le plan de l'habitat. Normalement, le parc de logement permettrait lui aussi de loger l'ensemble des Français, puisqu'il y a plus de 35 millions de logements en France. 10 millions de plus qu'il y a 30 ans, donc j'ai juste 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait 25 millions de logements en France. Aujourd'hui, il y en a 35 millions. Il y en a près de 3 millions qui sont vides. Et sur ces 35 millions, en réalité, c'est le mouvement de fond de la population, mais de moins en moins de personnes habitent dedans parce que vous avez une désertification des zones rurales et parce que vous avez
beaucoup de divorces et de familles qui se décomposent, se recomposent, ce qui fait qu'on vit moins nombreux dans le même habitat. Donc on vit dans une économie de l'abondance et sur ces deux aspects, on voit qu'on a des problèmes, alimentation, logement. Alors je soulignais ces exemples pour dire qu'au-delà des sujets numériques qu'on va aborder, l'économie collaborative, en lien avec le social et le solidaire, devrait toucher d'autres sujets. Peut-être avant d'ailleurs de donner une définition du collaboratif, qu'est-ce que Toufik, toi tu penses Merci déjà pour ces précisions. Ça m'a fait penser, c'est pour ça que je regardais mon téléphone, à quelques chiffres que j'ai vus il y a un an. C'est l'INED et l'INSEE qui ont publié une étude sur les sans-abri. Et donc je reprends les chiffres parce que je ne les connais pas par cœur, mais il y a 143 000 personnes en France qui sont privées de logement. Donc je mets ça en relation avec le chiffre que tu viens de donner d'appartements vides. C'est 43 000, 3 millions. Et puis ça donnait des informations sur les SDF. Je vous les donne parce que ça me semble important, même si ce n'est pas directement relié au sujet. 10% des SDF ont fait des études supérieures et 24% des SDF ont un emploi. Donc voilà, ça c'est des chiffres que je remets en relation avec ce que tu viens de dire. Si je reviens un peu, voilà. Je vais juste vous donner quelques chiffres pour cadrer un peu le débat, en tout cas sur cette partie-là, et je les prends tout de suite. Première chose, par rapport aux algorithmes, aux robots que tu parles, qui font aujourd'hui, qui passent un peu par des ordres financiers, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière ces robots, il y a des personnes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui codent ces algorithmes. Donc ces algorithmes ne sont pas neutres. Ils sont issus de construction sociale et ils sont issus notamment d'objectifs financiers chiffrés qui sont demandés aux personnes qui codent ces algorithmes. Donc en fait, il faut se rappeler qu'effectivement, si aujourd'hui les robots, les algorithmes prennent de plus en plus d'importance dans notre vie, il y a des gens derrière qui les ont faits. Ils ne sont pas neutres. C'est pas Alors derrière, après, il se passe quelque chose, c'est que ça s'auto-alimente. Donc ça, c'était un premier élément. Bon, je ne retrouve pas mes chiffres, mais c'est pas très grave. Le deuxième élément que je voudrais rappeler, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a, par rapport à cette question de l'importance en fait du capitalisme financier, c'est que de plus en plus d'ordres boursiers sont passés en dehors de toute zone de contrôle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la déréglementation qui a eu lieu dans les années 80-90. Et depuis la crise des subprimes, et depuis 2008, on a vu aux États-Unis et en Europe la réglementation qui est venue essayer de contrôler ce qui se passe. Sauf qu'avec les nouveaux moyens technologiques, les banques et les acteurs non bancaires ont pu contourner en fait les réglementations et créer des zones de non-droit. Donc on appelle en anglais des dark pools, donc voilà, je ne sais même pas comment vous traduirez en français des dark pools, mais des zones sombres, enfin voilà, et dans lequel se passe énormément et je vous donne juste un chiffre. Aux États-Unis, 40% des transactions d'actions se passent sur ces dark pools, en dehors de tout contrôle. En Europe, c'est un peu moins, mais c'est en forte croissance. Et donc, DARK. Et il y a un livre que je vous conseillerais qui a été écrit par une journaliste, et vous pouvez intervenir, hein, mais je vais vous faire le lien avec l'économie collaborative et le numérique. En fait, il y a deux choses. Un, tous ces nouveaux moyens de transactions financières, tous ces nouveaux produits dérivés qui atteignent des sommes incroyables sont permis par des outils numériques qui sont codés par des gens. Ça, c'est un. De deux, ça a un impact sur notre vie, puisque ça a un impact sur la hausse des prix de l'immobilier, puisque les produits financiers en domino font monter le prix de l'immobilier. Ça a un impact également sur le financement des entreprises. Aujourd'hui, comme ces acteurs-là veulent toujours plus de rendement, ils financent des entreprises qui sont obligées d'émettre de la dette avec des taux d'intérêt pour pouvoir se financer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les taux d'intérêt, vous voyez tous, sont quasiment proches de zéro, voire négatifs. Ça entraîne à la baisse l'ensemble des taux d'intérêt, mais on se retrouve avec des organisations qui prennent énormément de risques, qui investissent énormément d'argent, qui empruntent de l'argent qui n'existe pas auprès de différentes banques, et qui l'investissent dans des boîtes avec des rendements très risqués, avec de très forts risques. Et tout ça, ça fait peser un risque réel sur l'économie. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, toutes les plateformes collaboratives dont on va parler maintenant
sont principalement financés par ces acteurs-là. Soit par des... alors, il y a des acteurs qui sont intéressants, par exemple la Maïf, qui est une mutuelle, essaye de peser là-dessus et à créer un fonds d'investissement pour investir sur ces plateformes-là. Mais globalement, il y a une opacité très forte sur les acteurs financiers et non financiers, enfin les acteurs bancaires et non bancaires qui investissent dans ces plateformes. Et ces plateformes, à cause ou grâce au numérique, ont une emprise très forte sur notre vie. Elles sont capables d'aller très vite dans leur croissance et donc de transformer la manière dont on consomme, la manière dont on se déplace, la manière dont on travaille. Et voilà. Et donc, pour ça que je voulais donner ces quelques éléments-là et que le lien finalement est très fort entre ces deux domaines. Juste une petite question, parce que tu as parlé de dark pool et d'opérations financières qui se font sans aucun contrôle. Et en fait, je trouve qu'on a tellement intégré cette idée que dans la finance il y a eu tellement de dérégulation, tu veux, même un contrôle, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors, c'est quoi en fait les 60% d'opérations financières qui seraient contrôlées? C'est de quel contrôle on parle sur le marché? Alors par exemple, tu veux te répondre? Alors là je n'ai un chiffre, alors c'est pas 60% du total, hein, c'était les transactions d'actions aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, normalement ça passe par des marchés réglementés, donc ça passe par des bourses. Là, ça se passe en dehors des bourses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Exactement. Et en fait, de banques telles que. Je ne vais pas faire de l'attaque contre les banques, mais une banque comme Goldman Sachs, par exemple, en plus se retrouver dans des situations où, comme ils ont des clients qui achètent et qui vendent, ils vont sur ces marchés-là, en totale opacité, gérer les transactions entre ces acteurs-là. Et en fait, à l'aveugle, les gens vont vouloir d'un côté vendre, de l'autre achètent, mais sans connaître les prix réels, eux ils prennent des marges qui sont démentielles. Et en fait, on ne sait pas du tout qui achète et qui vend. Le problème, c'est que, encore une fois, en effet domino, c'est important de comprendre que tout ça, ça a un impact très fort sur l'économie. Et je vous donne juste un élément. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont peur d'annoncer leurs résultats, de dire par exemple, on fait moins 1% que ce qu'on avait prévu, parce qu'ils ne savent pas quelles sont les entreprises qui ont acheté de la dette ou des produits dérivés qui parient sur la hausse ou la baisse de leurs résultats. Donc en fait, ils se disent, si on achète, il y a une banque, il y a des boîtes aux États-Unis qui ont fermé à cause de ça, parce qu'il y avait des gens qui avaient spéculé tellement fortement sur eux, sans posséder aucun titre financier, que lorsqu'ils ont annoncé des résultats qui étaient un petit peu moins mauvais, un petit peu moins bons que prévu, les gens se sont mis à vendre massivement. Et derrière, effet domino. Et encore une fois, pourquoi moi en tout cas je trouve que c'est important de le mentionner dans le cadre d'économie collaborative, c'est qu'on a des plateformes aujourd'hui qui ont un impact très fort sur la société et qui ont des modèles de financement qui sont très précaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des modèles économiques qui sont très précaires. Et que si demain cette plateforme-là s'écroule, ça peut laisser un vide béant dans la société. Et je termine sur ça. Un exemple, on parle par exemple de Blablacar. Aujourd'hui, la SNCF dit je ferme des lignes de train à cause de Blablacar. Que ce soit vrai ou que ce soit faux. Hein. Je ne suis pas là pour... Je sais pas. En tout cas, Blablacar permet à des gens en France leur offre de nouvelles possibilités. Il y a des gens qui ne travaillaient pas, qui grâce à Blablacar vont pouvoir faire du covoiturage et avoir accès à un travail dans une ville. Mais Blablacar a un modèle économique qui est, pour l'instant, qui n'est pas encore totalement à l'équilibre. Et ils ont des investisseurs qui, pour le coup, sont plutôt connus. Mais imaginons que demain, Blablacar ferme parce que son modèle économique ne fonctionne pas, parce que la boîte n'arrive pas à être rentable. Ça va laisser un trou béant auprès de personnes qui s'étaient habituées à faire du covoiturage pour aller travailler, qui s'étaient habituées à faire du covoiturage pour aller à la famille, pour aller voir la famille. Et de l'autre côté, il y a des boîtes qui disent « Moi, j'ai fermé ma ligne de chemin de fer, j'ai fermé ma ligne de bus, parce qu'il y avait une concurrence que je n'arrivais pas à affronter. » Alors, je vous donne l'exemple de Blablacar, c'est pas cet exemple-là qu'il faut prendre en compte, mais grosso modo, ces plateformes-là qui vont très vite ont un impact, et demain, si elles ferment, au niveau public, ça peut être un désastre. C'est la même chose avec n'importe quelle entreprise réelle, qui prend un risque en se développant et après qui peut faire faillite et pénaliser ses clients et ses salariés. C'est pareil. Qu'est-ce que ça change? Oui. Simplement pour faire le lien avec la finance, j'étais il y a 3 ans au Cercle des économistes à Aix. Il y avait le directeur de la zone Europe pour Reuters qui donnait l'une des clés du business model de Reuters, donc Thomson Reuters, grande société mondiale notamment de distribution d'informations et en particulier d'informations sur les marchés, et qui disait nous notre business c'est l'achat de secondes. Alors ça paraissait curieux comme ça, et en fait nous achetons auprès des opérateurs sur les marchés le fait de savoir quelques secondes avant le reste du marché qu'un ordre va être passé, qu'une annonce va être faite par la société en question, et nous revendons cette information à nos clients qui sauront qu'ils l'ont eu quelques secondes auparavant, ce qui permet d'anticiper le passage des ordres de bourse. Ce type
business, normalement, de business model, et on ne devrait pas laisser le champ libre à ce type d'entreprise. Au moins, parmi les choses évoquées, lui, positivement, il disait qu'ils en étaient à raccourcir les cordons entre les claviers et les unités centrales pour accélérer le passage à la nanoseconde des ordres boursiers. Bon, c'est un exemple qui me vient comme ça en t'écoutant, parce que tu parles beaucoup de vitesse. Oui. Et Adrien, je voulais juste répondre 5 secondes. La différence entre les plateformes numériques qu'on connaît aujourd'hui, ces plateformes collaboratives notamment, et les entreprises qu'on a connues grosso modo jusque dans les années 2000, c'est leur capacité à avoir une emprise sur le marché qui est très forte. Aujourd'hui, il y a des entreprises et on le voit bien avec Uber par exemple, on le voit bien avec Airbnb. Airbnb, on les accuse en tout cas d'être responsables de l'augmentation des prix immobiliers. Alors, si vous prenez une ville comme Paris, les prix de l'immobilier n'ont pas attendu Airbnb pour augmenter. Par contre, ce qui est certain, et je refais le lien avec cette question du logement, c'est que depuis qu'on a des plateformes comme Airbnb, on peut constater de manière très rapide l'impact d'une plateforme à l'échelle de quartier sur la vie commerciale. À Barcelone, il y a des commerces entiers qui ferment parce que des gens se mettent à louer sur Airbnb dans des quartiers qui deviennent chics, et des centaines de commerces locaux ferment. Et donc, pour répondre à votre question, c'est que ces plateformes numériques vont tellement vite que leur impact est aujourd'hui, on est capable de le voir à l'échelle de petits commerçants, à l'échelle de gens qui doivent quitter leurs appartements, vendre leur commerce ou le quitter parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Donc c'est peut-être la petite précision que je vais apporter par rapport à ces plateformes. Oui, je voudrais juste te donner un chiffre, si vous me permettez, qui est un filtre de lecture dont je me sers de temps en temps pour ce qui est de l'économie. Aujourd'hui, ce sont des chiffres que vous connaissez certainement, les encours de spéculation, c'est-à-dire les achats spéculatifs faits sur des valeurs immatérielles, représentent 600 000 milliards de dollars. On est d'accord. C'est-à-dire 10 fois le PNB de l'activité réelle. Et ces 600 000 milliards de dollars sont adossés sur une quantité d'argent évidemment 100 fois inférieure, et avec donc, 100 fois, alors ça un économiste me dira qu'elle est moins la taille de l'effet de l'année, ce qui fait que quand on bouge une toute petite somme d'un côté, ça fait bouger des sommes absolument considérables de l'autre. Alors il y a deux conséquences. D'abord, une chose, 600 000 milliards de dollars, c'est le nombre de grains de sable qu'il y aurait sur la plage de Lavaux sur 1 mètre d'épaisseur, 600 000 milliards de grains de sable. Hein, vous voyez ce que vous arrivez, le PNB de la France, c'est un camion plein là-dedans, voilà. Ça fixe les heures de grandeur. Et donc, c'est pour montrer l'effet de levier de la spéculation sur l'économie réelle. Bon, le jour où j'ai découvert ce chiffre, j'en suis parti comme Léon Fort, et je trouve que c'est une grille de lecture qui sert beaucoup depuis. C'est pour ça que je vous ai réalisé. C'est même 700 000 milliards, je crois, maintenant, ça a été réévalué. 700 000 milliards. 700 000 milliards. Oui, alors. Voilà. Bon, on n'est plus à ça près. On n'est plus à 100 000 milliards près. Peut-être un point pour finir un peu sur cette partie-là, mais l'un des acteurs majeurs de ce qu'on appelle le capitalisme financiarisé pendant plus de 20 ans est certainement Alan Greenspan, qui a été patron de la Federal Reserve aux États-Unis entre 1987 et 2006, au moment où la crise immobilière démarrait aux États-Unis, enfin, on avait les prémices. Greenspan était un peu l'incarnation du greed is good pour ceux qui ont vu les films Wall Street. Vraiment cette idée que la liberté laissée au marché allait permettre naturellement de parvenir à des équilibres sains dans la société et de favoriser l'accroissement de la richesse de tout le monde. C'est une histoire intellectuelle qui remonte à longtemps. Je sais que Baptiste Rapin l'a évoqué la semaine dernière, mais Adam Smith, déjà 2 siècles et demi auparavant, alors, il est connu pour ses travaux en économie, mais il était quand même professeur de philosophie morale. Il était titulaire d'une chaire de philosophie morale à Glasgow, et au début, il est surtout connu pour sa théorie des sentiments moraux, et il n'hésite pas à dire, dans ses œuvres, que la cupidité, le vice, l'intérêt, le calcul, est quelque chose de positif, ou du moins qui permettra, quand tout le monde recherche son intérêt, à aboutir à une situation positive dans la société. Un lointain en arrière, on a Mandeville dans la fable des abeilles qui disait que les vices privés font les vertus publiques. Sorte d'inversion dont je reparlerai tout à l'heure. Moi, simple citation, parce que dans un très beau livre
que plusieurs amis ici du Simone ont écrit il y a 2 ans, L'entreprise, une affaire de dons, Pierre-Yves Gomez, Grévin et Masclé. On a cette citation d'Adam Smith, justement, que ça m'a fait sourire de la retrouver. Ce n'est pas la bienveillance du marchand, du boulanger, du boucher que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leur intérêt. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours leur avantage. Donc, j'amène cette citation parce que là, on vient d'évoquer quelques aspects un peu délirants de la situation actuelle, mais qui, à mon avis, demande toujours de réouvrir cette question qui est ouverte dans ce livre, mais que d'autres ont ouverte, comme Marcel Mauss, cette question anthropologique, en fait. Est-ce que nous sommes vraiment tous des individus égoïstes, calculateurs, qui recherchons notre intérêt? Je pense que c'est un peu de cette question-là qu'on devrait partir pour parler ensuite d'économie collaborative, parce que si, selon la façon dont on répond, on a évoqué mon laboratoire à Toulouse, le LEREPS, où je suis voisin d'un collègue enseignant-chercheur là-bas qui s'appelle Jean Tirole, qui a obtenu le prix Nobel, le prix de la Banque de Suède en 2014. Et il a écrit un livre, Économie du bien commun, que je vous invite à lire, et surtout tout de suite de lire les passages qui concernent la vision de l'homme. Vous touchez le cœur de la pensée d'un économiste quand on regarde quelle est sa vision de l'individu, de l'homme, de ce qu'il fait. Et bon, là-dessus, je sais qu'on se sépare, puisque justement, on est là ce soir pour évoquer un peu le fait que les intérêts que nous recherchons dans la société ne sont pas tous des intérêts calculés d'ordre marchand. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par définir ce qu'on entend par économie collaborative, en faisant un peu petit retour à la pensée classique, au grec. Je pensais que là on pouvait dissocier, comme le faisait Aristote, la crématistique et l'oikonomia, les règles de bonne administration de la maison, contrairement donc aux transactions marchandes, aux échanges marchands sur un marché. Et ici, collaboration, c'est un terme qui, dans les siècles, a traversé l'histoire avec l'idée que c'était l'action de travailler en commun. Même dans la jurisprudence, le droit, pendant plusieurs siècles, a parlé du travail en commun des époux, en parlant de collaboration. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de collaborateurs parlementaires, donc le mot collaboration prend beaucoup de forme. Il y a quand même pas très longtemps, quelques décennies en France, les termes de collaboration et communauté étaient ont pris une connotation très péjorative à cause de la Seconde Guerre mondiale. La collaboration à l'époque où les communautés sous Pétain, depuis, ont été largement remises en cause, même si pas forcément dans les bons termes. Alors, collaboration, peut-être on pourrait faire une distinction sémantique entre coopération et collaboration. Il n'y a pas d'économie et de concurrence sans coopération. On parle de coopétition maintenant pour parler de compétition et de coopération, mais la collaboration va au-delà que la seule coopération. Des individus qui poursuivent des objectifs peuvent arriver à s'entendre dans la poursuite générale de différents objectifs au sein d'une entreprise. On coopère, 2 entreprises coopèrent, font alliance, par exemple Renault fait alliance avec Nissan, mais une collaboration va bien au-delà puisqu'on parle bien d'œuvres communes, de travail en commun. Alors je voudrais, si tu as une définition après de l'économie collaborative, qui serait donc, celle que je proposerais, une forme d'économie dans laquelle ce qui prime, ce n'est pas effectivement l'échange marchand, mais bien ce qui est réalisé en commun en termes de travail. Donc, je vois qu'ici, par exemple, au Simone est lancé une AMAP. Ça fait partie, normalement, de ce champ-là, même si après, on peut préciser un peu plus. Alors, c'est une belle définition. Alors, très rapidement, WeShare, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de personnes à travers le monde qui s'est intéressé à l'émergence de cette économie dite de plateforme. Donc ces plateformes collaboratives qui un peu partout dans le monde ont commencé à pulluler. Et donc on s'est intéressé à cette émergence, on a commencé à partager de la connaissance entre nous, à développer un commun, parce que tout ce qu'on fait, toute la connaissance qu'on partage et qu'on produit ensuite sous forme d'articles ou d'études est gratuite et librement accessible. Et donc en fait on s'est intéressé au départ à l'économie de plateforme et on avait une vision un peu angélique. On était jeunes à l'époque. Et
On voyait un petit peu ça, on voyait cet aspect-là de collaboration, d'économie, de pair à pair, donc où des gens s'organisent avec un intermédiaire pour échanger des biens ou des services, ou pour coproduire ensemble un bien ou un service. Et puis petit à petit on en est revenu, jusqu'à ce que l'année dernière, un de mes collègues, camarades, Arthur Degrave, il a écrit un article qui s'intitulait « L'économie collaborative, c'est fini ». Il faisait un peu le chant funèbre de l'économie collaborative, ou en tout cas de la naïveté qu'on avait par rapport à ces plateformes-là. De dire, en fait, ce que ces plateformes ont de commun, c'est pas ce que tu mentionnes, malheureusement, je parle de toutes ces plateformes, mais après on va quand même avoir un discours positif, parce qu'il y a quand même des belles choses qui se passent. C'est en fait, encore une fois, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est leur impact à vitesse grand V sur la société et la manière dont elles transforment le travail. Elles ont un impact, c'est qu'elles transforment le travail. Et quand je dis qu'elles transforment le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes utilisateur d'une plateforme collaborative, en fait, vous n'êtes pas qu'un simple utilisateur. Vous coproduisez le service. Qui utilise Waze ici pour le déplacement? Ok. En fait, Waze, c'est grâce aux données en temps réel que vous envoyez que Waze est capable ensuite de créer et de monétiser son service. Il y a des gens aujourd'hui, des chercheurs, qui disent que les plateformes devraient rémunérer les utilisateurs, et quand je parle de plateforme, je vais même jusqu'à Google ou Facebook, pour les données qu'on produit sur ces plateformes. Parce que c'est ces données-là qui permettent de vivre. Et la particularité de ces plateformes-là, c'est que sans utilisateurs, il n'y a pas de production du service. Et pour reprendre votre image de tout à l'heure, la différence avec une entreprise industrielle ou même des services qui datent d'avant cette économie-là, c'est qu'il y a ces entreprises-là qui pouvaient lever des fonds et produire un service ou un bien. Derrière, si personne ne l'achète, l'entreprise fait faillite. Ouais. Mais après, vous connaissez tout cet âge sur Internet. Lorsque le service est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Alors, je veux dire, on fournit, le service il est gratuit, donc en retour, pour que le modèle économique fonctionne de cette plateforme-là, c'est qu'ils exploitent des données, sinon ça ne marcherait pas. Alors, ça c'est juste une remarque. Mais la deuxième remarque, ça serait de se dire, est-ce que l'économie collaborative est indissociable de la transformation numérique? Est-ce qu'on avait de l'économie collaborative avant d'avoir ces outils informatiques? Bien sûr qu'on en avait. Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que non. Ah si, au contraire. Moi, quand je parle avec des gens, excuse-moi, Adrien, quand je parle avec des personnes qui sont bien plus âgées que moi, donc avant, non, mais ils me disent, ce que tu me racontes là, en fait, ce que tu me décris, les AMAP ou le covoiturage, tout ça, ça existait entre guillemets de mon temps. C'est pas nouveau en fait. Et d'ailleurs, mais sans remonter jusque là, si on mentionne les selles, voilà, les systèmes d'échange locaux. Le stop tout à fait, tout à fait. Les systèmes d'échange locaux. Le stop, l'autostop, Blablacar, c'est qu'une version numérique de l'autostop. Donc en fait, aujourd'hui, ces plateformes-là, encore une fois, grâce au numérique, vont plus vite, plus fortement. Et pour revenir ensuite... Ils deviennent des modèles économiques, c'est pour ça justement qu'on... Exactement. Il y a un point qui est qu'aujourd'hui, ces plateformes rendent marchand un certain nombre de choses qui n'étaient pas marchandes auparavant. Mais pour revenir au point que vous mentionnez, oui, il y a des services qui sont gratuits sur Internet, mais il y a aussi des services qui sont payants. Quand vous utilisez, et j'ai rien contre Blablacar, au contraire, mais Blablacar, vous payez, Airbnb, vous payez. Mais en fait, non seulement vous payez, mais en plus vous produisez le service. C'est ça qui est assez étrange en fait. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a des gens qui disent, et nous c'est ce qu'on a fait à travers notre étude, qu'on dit interrogeons-nous si en tant qu'utilisateur, on ne devrait pas avoir un poids dans la gouvernance et dans la répartition de la valeur. Et je termine, Adrien, je parle beaucoup, mais je fais le lien avec le capitalisme financier. Aujourd'hui, qui est-ce qui retire... Alors la valeur, aujourd'hui, cette valeur au global, dans l'économie collaborative, c'est des levées de fonds et sur le pari qu'un jour ces boîtes vont être rentables. Parce qu'en réalité, les boîtes qui valent le plus d'argent ne sont pas rentables. Uber n'est pas rentable, Airbnb n'est pas rentable. Uber, ça vaut 70 milliards de dollars. Capitalisation. Et aujourd'hui, on a des entreprises, on a des fonds d'investissement qui mettent de l'argent en les yeux fermés. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement quelle valeur ils vont retirer de ça. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant. Je pourrais partager avec vous un article qui est assez impressionnant, qui explique qu'il y a des gens qui sont tellement dans la
dans la spéculation par rapport à ce que devenir le modèle Uber, c'est qu'ils mettent de l'argent, en disant je veux mettre absolument de l'argent, mais je veux ne me donner aucune information financière sur les états financiers de l'entreprise, sur ce qui se passe. Et je termine sur ça. Et ensuite, ce qu'espèrent ces entreprises-là, quand elles mettent de l'argent, c'est quelqu'un qui est encore plus gros, qui va venir mettre un ticket un an après, et qui, pour une valorisation qui aura doublé, et donc de retirer de l'argent. C'est donc d'où le lien, encore une fois, avec ce capitalisme financiarisé. Alors, bon, pour répondre moi aussi à votre question, j'ai pris soin dans la définition que j'ai proposée de l'économie collaborative de ne pas faire intervenir des questions liées au numérique. Si vous regardez un documentaire qui est paru il y a peut-être un an ou deux sur Gustave Thibon qui s'appelle « Il était une fois », vous avez quelques minutes sur la description de la société française paysanne d'il y a un siècle, et il annonce tout de suite que la monnaie joue... c'est une quantité infinitésimale, que ça joue un poids très faible dans les villages français d'autrefois, villages qui aujourd'hui sont presque pas totalement perdus, mais enfin largement désertés. Et il donne beaucoup d'exemples de collaborat, de travail en commun, d'œuvres communes qui sont réalisées par les habitants sans qu'il y ait jamais l'arrière-pensée de il me donne ça pour que je puisse, etc. Donc, au sens strict du terme économie collaborative, je pense qu'on peut faire une filiation qui est intellectuelle et puis historique qui remonte très au-delà. Moi, j'avais pensé par rapport à notre thème de ce soir d'aborder trois sujets en fait qui me semblent être des piliers de l'économie collaborative. Le premier autour duquel on tourne, parce que quand on parle de l'utilisateur qui doit donner et qui donne en plus bien souvent gratuitement. Donc c'est la question du don. Parce que l'économie contemporaine, mais en tout cas telle qu'elle s'est développée depuis 2 siècles, a largement écarté la question du don. Encore une fois, ils le disent, eux, mais beaucoup d'autres auteurs le disent, pour une question d'anthropologie, tout simplement parce que un individu qui donne n'est pas très rationnel, puisque le don présente un certain nombre d'incertitudes. Vous donnez, mais vous ne savez pas quand vous allez recevoir en retour, si vous allez un jour recevoir en retour. Vous donnez, mais peut-être que personne ne veut donner autour de vous, si tout le monde est égoïste. Donc finalement, vous êtes... voilà. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui se posent avec le don, tel qu'il est vu par beaucoup de courants de l'économie moderne, alors que cette question est centrale dans ce qu'on appelle l'économie collaborative, et il faut à mon avis la réouvrir justement parce qu'on vit dans une économie dite d'abondance. Puisqu'on est dans une économie d'abondance, s'il y a une réintroduction du don beaucoup plus importante, peut-être que nous nous sortirons de certaines situations. Par rapport à ça, ça fait opposition à un certain nombre de théories fortes en économie et en gestion qui considèrent que effectivement nos rapports humains prennent généralement place dans un marché. Si on écoute Herbert Simon, qui est un autre prix Nobel d'économie, au contraire, il a montré dans les années 90 que on vit l'essentiel de notre vie et l'essentiel de la population vit au travers d'organisations et pas de marchés, que finalement les marchés représentent une toute petite portion et de nos échanges et de notre vie. Alors c'était pas suffisant puisque un certain nombre de penseurs ont considéré que même l'organisation, l'entreprise, finalement ce n'est que du contrat, ce ne sont que des nœuds de contrat. Il y a des coûts de transaction. On a des transactions à l'intérieur d'entreprises parce que justement ça nous permettrait de diminuer les coûts par rapport au fait de faire appel au marché. Sur le marché, vous ne savez pas si votre interlocuteur va chercher à vous avoir, il y a une asymétrie d'intention, il y a un certain nombre de choses qui entrent en ligne de compte. En revenant à cette question du don et au fait qu'on vive dans des organisations, donc, ce que Simon avait bien montré et d'autres économistes, c'est qu'au cœur de la pensée de l'économie, il y a le potlatch. Alors le potlatch, on pourrait traduire le potlatch, ce pot commun auquel toute une communauté apporte, et il n'y a pas d'économie sans un potlatch initial, sans des gens qui sont prêts à donner. Alors beaucoup d'économistes en ont parlé, mais je repense à l'époque, c'était pourtant quelque chose qui était courant du temps de Ronald Reagan aux États-Unis. Un de ses conseillers en économie, George Hilder, a écrit un ouvrage qui s'appelle Richesse et pauvreté, dans lequel tout son premier chapitre c'est « Mais le capitalisme, à la base, c'est le potlatch, c'est le don ».
le fait qu'il y ait des investisseurs, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à donner. On a un peu perdu de vue cette idée-là, et donc c'est pour ça que je voulais l'amener comme pilier par rapport au collaboratif, parce que si on retrouve le don, on retrouve tout ce qui va avec le don, donc le fait que ce soit gratuit, sans exigence normalement de retour dans le temps, et évidemment les marchés qu'on a évoqués avec les plateformes collaboratives, le numérique, sont des marchés qu'on appelle bifaces, dans lesquels vous n'êtes pas celui qui paye, mais c'est d'autres entreprises qui payent. Vous utilisez Google gratuitement, nous utilisons Google gratuitement, mais c'est bien d'autres entreprises qui payent pour de la publicité sur Google. Et c'est typique. Alors, Google exploite beaucoup les questions qu'on lui pose, les ouvrages dans nos bibliothèques, pour enrichir sa base de données. Tout ceci fait référence à un modèle que le fils de Pierre Boutan, Yann Moulier-Boutan, a appelé la pollinisation, la nouvelle économie de la pollinisation, c'est-à-dire qu'on se sert un peu de nous pour faire tourner l'économie. Et aujourd'hui, avec le numérique, c'est facilité parce qu'il y a une traçabilité quasi intégrale de nos existences sur les téléphones, sur ce que nous faisons à l'écran. Je peux t'interrompre une petite seconde sur ça ? Qui peuvent générer de la valeur. Voilà, c'est pour... Oui. Non, je te laisse continuer. Vous avez déjà répondu à... Quand vous allez sur des sites internet et on vous pose une question, est-ce que vous pouvez recopier ces lettres ou ces chiffres ? Ouais. Ce qu'on appelle le CAPTCHA. Le CAPTCHA. Vous savez que derrière, en fait, quand vous faites ça, vous travaillez. Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous réécrivez ce qui a marqué sur l'écran et derrière, vous aidez des algorithmes à mieux reconnaître des caractères qui sont pas très lisibles. Donc quand vous avez des CAPTCHA qui sont peu lisibles, très souvent derrière, il y a une solution et vous êtes en fait ce que vous faites une association entre des caractères illisibles et des lettres et des chiffres complètement compréhensibles. Donc on est complètement là dans ce que tu décris. Donc je disais que cette question du don elle est en lien avec l'anthropologie parce que donc on a cité tout à l'heure un voisin de mon laboratoire qui est Jean Tirole, mais ça fait déjà plus de 10 ans que lui régulièrement, par exemple dans les médias, il repose la question pourquoi en France on est si opposé au don d'organes, au marché des organes. Plutôt que de parler de don d'organes, le fait d'assigner un prix sur le marché aux organes. Il se base sur Baker qui avait pu dire qu'aux États-Unis, finalement, il y avait beaucoup de donneurs d'organes dans certaines catégories d'organes qui manquaient et que si jamais il y avait un prix, peut-être que plus de gens dans la population seraient prêts à donner un organe et donc à sauver de la mort certaines personnes. Tirole, je le cite, parle de blocage psychologique que nous ferions contre ça, de tabou. Or, c'est beaucoup plus profond que des tabous. Ça pose vraiment la question de notre conception de l'homme, notre anthropologie, voire même notre théologie de l'homme. Et derrière, on fixerait peut-être probablement des limites beaucoup plus claires à l'économie. Alors, il y a un exemple qui est très connu par rapport au don du sang, puisqu'il y a eu des expérimentations en France et en Allemagne de faire payer le don du sang. Et dans certains cas, ça démotive beaucoup plus les individus de venir donner. Ce qui se passe avec le numérique est un peu particulier, puisque on donne sans se rendre compte tellement que nous donnons. Et donc je disais que ces plateformes, ces entreprises se servent de ce que nous donnons pour générer de la valeur. Je fais un lien, c'est pas tellement éloigné en termes de modèle de ce que fait faire de la valeur uniquement sur des actions qui sont avec ce que fait la grande distribution. Vous savez peut-être quel est le modèle économique de la grande distribution. Les marges sont extrêmement basses sur les produits qui sont vendus. Donc la façon de dégager de la valeur, c'est de se servir du fait que quand vous faites vos courses et que vous passez votre caddie à la caisse, vous payez cash, comptant, tout de suite, tandis que le fournisseur, lui, est payé avec plusieurs semaines plus tard. Ce qui fait que ces masses de liquidités quotidiennes sont toujours placées sur des marchés et c'est ça qui permet de générer la véritable valeur de ces grandes entreprises. Là, pour moi, on est exactement dans
dans ce que l'Église, par exemple, puisqu'on est au Simone, a condamné pendant des siècles, qui était le mauvais intérêt, parce qu'il pourrait y avoir un bon intérêt, une bonne façon de prêter avec intérêt. Si jamais, effectivement, il y a une prise de risque de la part de l'investisseur, que ça permet réellement de développer l'économie. Mais qui a vraiment voulu prêter à l'enseigne de grande distribution pour que cet argent soit placé sur un marché pour dégager de la valeur? Pas plus que quand vous êtes en ligne, vous êtes prêt en réalité à faire le jeu de la valeur des plateformes qui se servent de nos activités. Pas plus que dans la bulle immobilière, beaucoup de gens n'auraient été prêts, si on leur avait expliqué le fond de la chose, à ce que leurs investissements immobiliers, leurs emprunts immobiliers soient titrisés sur des marchés. Parce que finalement, cette bulle spéculative, puisqu'on parlait de capitalisme financier en ouverture, vient de là. En grande partie, la titrisation, du fait d'avoir toujours plus cherché à étendre l'empire des transactions marchandes via des valeurs qui, aujourd'hui, sont largement facilitées par le fait que c'est numérique, donc en un dixième de seconde, vous avez déplacé une masse de capitaux d'un point A de la Terre à l'autre bout du monde, de façon... Il y avait une guerre maligne contre l'économie réelle, comme il était fait sciemment, cette histoire. Oui, c'est vraiment un irréalisme et une... C'était la volonté de détruire cette part d'économie réelle pour, en fait, au total, s'attribuer pour le moins cher possible des types de propriétés qui regarantissent les nouveaux investissements dans la spéculation. On alimente. Ils ont alimenté, parce que pour spéculer, il faut quand même un minimum, il faut avoir le point de départ, si vous voulez, l'ancrage matériel, voilà. Avoir 1 ou 10%, oui, c'est là où, suivant les sources, je ne sais pas trop, mais il faut déjà, c'est là où c'est 10%. Donc, pour spéculer, il faut avoir des titres sur lesquels spéculer. Et comment faire pour obtenir ces titres le plus facilement possible? Eh bien, en achetant la baraque pour la valeur du papier, c'est-à-dire pour rien du tout. Et c'est pour ça qu'a été créée sciemment cette bulle des subprimes, puisqu'ils vendaient, les vendeurs avaient l'ordre de vendre des maisons à des personnes notoirement insolvables. Oui. Donc ils étaient sûrs de récupérer l'hypothèque. Alors à ceci près que, pour pas accuser d'un vice total ceux qui ont conçu ce système-là, que le modèle s'appuie sur une hausse continue. Tant que le marché est haussier, vous n'avez pas de problème puisque vous continuez de... Voilà, le problème, c'est le moment du retournement. C'est pas non plus des droits blanches. Oui, c'est... je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur le don. La deuxième chose sur laquelle je voulais arriver, le deuxième pilier, c'est le commun. Le commun, pour moi, est indissociable du collaboratif, puisque dans ma définition, j'ai dit que c'était travailler en commun. Et on parle beaucoup aujourd'hui du retour des biens communs, des commons, le terme anglais de tout à l'heure. Wikipédia qui est bien aussi. Wikipédia a certainement peut-être parlé de ça, puisque leur fondation s'appelle Wikimedia Commons. Enfin, en tout cas, la plateforme, la fondation s'appelle Wikimedia, mais ils ont une plateforme Wikimedia Commons. Vous avez des licences Creative Commons qui vous permettent de partager, réutiliser des œuvres, notamment numériques. Et cette question du commun, avec le don, je trouve que c'est indissociable parce que encore quelque chose qui échappe normalement aux relations d'intérêt calculées entre les individus. Pour faire un peu pour donner un peu une définition, mais le commun normalement c'est trois choses entre elles. C'est vous avez à la fois un système de ressources, une communauté et des règles pour gérer ces ressources. Ressources, règles, institutions, le système, et puis la communauté. Et typiquement, ça fait référence à des biens ou des espaces dont on sait qu'on peut difficilement découper, en vue par exemple de mettre sur le marché. Mais vous prenez le cas d'un lac, vous ne pouvez pas découper votre lac en trois. L'eau pour l'irrigation, les poissons pour ceux qui pêchent, et puis l'espace du lac pour l'usage récréatif. Le fait de vouloir venir faire du ski nautique, par exemple, sur un lac. Typiquement, un lac est un bon exemple de commun. Et ce qu'a montré, elle est malheureusement décédée il y a maintenant 3 ans, mais la première femme dans l'histoire à avoir reçu le prix pour la Banque de Suède, le prix d'économie, Nobel d'économie, Elinor Ostrom, c'est que en dehors du marché
et de l'État, parce qu'elle faisait partie d'un courant de pensée, le public choice, mais un courant minoritaire même dans le public choice, mais qui remettait en cause aussi l'intervention de l'État. Entre État et marché, vous avez une troisième voie que sont ces communs, ces commons. Et il me semble qu'il faut en parler au-delà du don, parce que ça fait partie de la collaboration. La collaboration prend place évidemment dans l'économie, en entreprise, mais elle prend d'autant plus place aussi naturellement dans ces espaces communs. Encore une fois, question d'anthropologie, Harding, dans un article de 68, la tragédie des communs avait dit que de toute façon, il fallait surtout pas laisser les individus entre eux gérer des ressources naturelles, par exemple un pré, une pêcherie, des estives, puisqu'on parle peut-être d'estives dans les montagnes. Pourquoi ? Parce que l'individu, naturellement, va vouloir être passager clandestin, va vouloir piller la ressource, provoquer son extinction, et puis ne pas tenir compte du bien de la communauté. L'économie collaborative, justement, se soucie du bien de la communauté, et ces travaux d'économie d'Ostrom ont montré que des communautés étaient tout à fait capables de se donner des règles pour durablement gérer des ressources en commun, sur le plan des ressources naturelles, mais aussi sur le plan de l'information. Elle a pris l'exemple des bibliothèques, mais il y a beaucoup d'autres exemples, et Wikipédia est un bon exemple de patrimoine commun qui est géré par une communauté, qui a des règles très strictes. Je pense que Adrienne Alix a dû vous en parler, et qui, pour moi, entre complètement dans l'économie collaborative. Vous collaborez à une œuvre commune dont vous êtes fier parce que vous savez que vous contribuez, par exemple, à l'encyclopédie du XXIe siècle. Ces communs sont toujours abordés sous l'angle des menaces. Les menaces d'extinction sont souvent liées à l'extension des droits de propriété. On laisse aujourd'hui nos grandes entreprises du fameux capitalisme financiarisé placer des droits de propriété absolument sur tout, mais vraiment sur tout. Je vous invite à lire un remarquable ouvrage de Philippe Aigrin, Cause commune, en 2005, qui évoque, je me souviens dans l'ouvrage, ça fait quelques années que je l'ai lu, mais Monsanto en Inde, qui a placé un brevet sur une des 21 variétés de riz basmati. Ils avaient la puissance juridique et financière pour le faire, sauf que ça a conduit beaucoup de paysans indiens à devoir soit accepter le contrat de Monsanto, soit devoir péricliter. Et je pourrais multiplier à l'infini les exemples totalement abusifs de droits de propriété. Alors c'est quasiment, on pourrait dire que c'est normal que c'est lié au marché, puisque à partir du moment où vous échangez des titres de propriété sur un marché ou des droits sur un marché, vous êtes dans cette logique-là. Les communs permettent justement d'échapper, comme le don permet d'échapper à la transaction marchande, les communs permettent d'échapper au questionnement perpétuel sur qui est propriétaire, qui peut vendre. La théorie classique du droit romain sur la propriété, l'usus, le fructus, l'abusus, qui peut en avoir usage, jouir des bénéfices de sa propriété, et puis aliéner, vendre ou exclure ceux qui n'auraient pas le droit parce que c'est ma propriété. Et là-dessus, l'économie collaborative, normalement, nous permet d'échapper à ce type de raisonnement-là, pour nous placer sur un autre domaine qui est pas celui de la privatisation, ni celui de l'enclosure, mais bien celui de l'ouverture et de l'invitation à participer à des œuvres communes. Voilà, je sais pas si... je regarde, mais... Non, c'est... Ouais. Mais alors, pour revenir un peu sur l'économie collaborative, j'ai un peu l'impression qu'il y a un malentendu. Parce qu'on parle là, vous parlez de l'économie collaborative telle qu'elle pourrait être. J'aime bien un peu l'approche de Michel qui dit en fait concrètement aujourd'hui ce qu'on appelle l'économie collaborative en tant qu'acteur économique, c'est des plateformes qui sont justement financées de manière complètement opaque avec un risque financier extrêmement important et que finalement voilà, Wikipédia c'est sympa mais concrètement en France il doit y avoir 10 000 contributeurs pour 40 millions d'usagers. On peut difficilement appeler ça collaboratif, quoi. Clairement c'est du don de la part de certaines personnes à la communauté. Mais sur les gros acteurs qui du coup ont un impact concret sur le territoire,
et je prête tout, Blablacar, Uber, Airbnb, etc. Quelle approche, alors du coup j'en arrive peut-être un petit peu trop vite à la fin, mais moi c'est un peu dans ça qui me questionne concrètement. Comment on fait pour résister à cette vague-là, de marchandisation de choses qui n'étaient pas marchandes avant, du logement, etc. Quelle alternative on peut imaginer, quelle est la place de la force publique là-dedans, donc quelle est la force des citoyens, usagers, je ne sais pas comment on peut les nommer, pour y faire face. J'imagine que vous réfléchissez à ça à Wisher. Je trouve ça très inquiétant, et je me dis qu'en fait on a déjà passé à un stade de contrôle du marché comme ces plateformes-là. Et peut-être une autre question qui est, pareil, pas très sûr d'avoir très bien compris. Pour moi, Google, c'est pas vraiment de l'économie collaborative, c'est un acteur numérique. Mais pas plus Uber ou les autres que vous venez de citer, Airbnb, c'est absolument pas. Ils peuvent se prétendre l'économie collaborative parce qu'ils peuvent prétendre faire de la mise en relation de pair à pair. Oui, mais vous louez. Google, ils mettent en relation personne, ils proposent des services gratuits, ce qui n'est pas exactement la même chose. À moins que du coup, Wisher considère les acteurs numériques, Facebook, enfin les GAFA, comme des acteurs collaboratifs, mais du coup, on ne voit pas exactement c'est quoi le lien. Alors, c'est pour ça que moi, là où peut-être on va se séparer, mais moi, je dénie totalement le nom d'économie collaborative aux acteurs que vous venez de citer. Typiquement parce que il n'y a aucune collaboration, participation à une œuvre commune avec du don et en commun. Oui, et oui, parce que vous louez votre maison, Airbnb, on loue son bien, son logement. Même si c'est qu'un canapé, on loue quand même. Donc qu'il y a un intermédiaire qui prenne une commission et qui facilite la rencontre avec l'acheteur, ça n'a rien de collaboratif. Blablacar, je suis désolé, mais vous louez l'occupation de votre voiture à quelqu'un qui va monter avec vous. Et si on était resté sur le stade de c'est l'autostop numérique, c'est-à-dire il n'y a pas de frais pour celui qui prend la route, on pourrait là réfléchir sur c'est collaboratif, mais il y a quand même un intermédiaire qui vient prendre une commission. Mais on pourrait quand même réfléchir, parce qu'effectivement là on est sur du collaboratif, entre guillemets, on fait un voyage en commun, gratuit pour c'est un don pour celui qui prend la voiture gratuitement avec l'autre, mais il y avait quand même un intermédiaire qui a permis la rencontre qui lui va vouloir prélever une somme. D'ailleurs, chez qui il la prélève? Est-ce que c'est celui qui donne, donc il donne 2 fois du coup, ou est-ce que c'est quand même celui qui Oui, mais c'est pas... Enfin, je pense que c'est très clair dans ma tête que c'est pas collaboratif, mais voilà, il faut le dire à Jacques Attali, il faut le dire à... Alors, oui, non, mais il faut le dire parce que du coup, Enfin, non mais peut-être que je peux en fait réagir. Là où on va se séparer, c'est que en fait, nous on a fait le deuil de l'économie collaborative. C'est-à-dire que, non mais voilà très clairement, c'est-à-dire que en fait, ce qui est intéressant, c'est que Wisher a contribué à populariser en France le terme d'économie collaborative. Et pour la petite anecdote, Antonin Léonard, qui est un des cofondateurs de Wisher, me disait que quand il parlait d'économie collaborative, on lui est tombé dessus parce qu'on lui dit mais tu peux pas parler de collaboration en France, la collaboration, tu sais à quoi ça fait référence, c'est vraiment très grave, etc. On retrouve. Et finalement, on peut se dire que 6 ans après, on se pose des questions finalement sur ce que ça pouvait vouloir dire. Mais en fait, par collaboratif, nous, on va pas y associer des valeurs. C'est-à-dire que très clairement, les valeurs que tu décris, cette idéologie, etc., on le sépare. Nous, quand on parle d'économie collaborative aujourd'hui, on parle plutôt de ce qui se passe d'un point de vue concret. C'est-à-dire des particuliers, des usagers, des personnes comme vous et moi, d'ailleurs nous tous, qui allons à travers un intermédiaire, encore une fois, coproduire un bien ou un service. On va être à la fois utilisateur, producteur, et donc à partir de ça, là, à partir de ce constat-là, qu'est-ce qui se passe? Alors on va y venir, parce que je disais tout à l'heure, il y a quand même des belles choses qui se passent dans cette forme d'économie. On se rend compte, je vais essayer d'être synthétique, on se rend compte qu'effectivement, on a des plateformes qui arrivent à rendre marchands des transactions qui auparavant, des relations qui auparavant n'étaient pas marchandes. Je te prête quelque chose, tu viens en voiture avec moi, tu viens dans mon appartement, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit aussi d'autres plateformes arriver et je vais les mentionner. La deuxième chose, c'est de se dire que on a un rôle, nous, à jouer en fait sur ces plateformes-là. Puisqu'à partir du moment où on coproduit le service, à partir du moment où on en est conscient, on peut se dire est-ce que je vais continuer, et encore une fois, c'est pas du tout une attaque envers ces plateformes,
quelle est ma part de responsabilité à moi dans le développement de cette plateforme-là. Et donc là, si j'en viens, et pour vous donner des exemples très concrets de choses qui se passent et qui sont intéressantes, prenons le cas par exemple de l'appartement. On a parlé de Airbnb. C'est intéressant parce que Airbnb, bon voilà, vous payez, vous allez voyager chez quelqu'un. On a en France une plateforme qui s'est montée qui s'appelle Guest to Guest. Peut-être que certains ont entendu parler. Je ne sais pas si ça vous parle, pas du tout. Alors Guest to Guest, très simplement, c'est basé sur un principe qui est vieux comme le monde, qui est l'échange d'appartements. Sauf que c'est eux sur quoi ils parlent, donc c'est un échange d'appartements qui n'est pas monétaire, ça se fait à travers des points. Donc en fait, quand vous mettez votre logement en ligne, vous avez des points parce que vous avez mis votre logement en ligne. Et quand des personnes viennent dormir chez vous, donc vous pouvez être là ou vous pouvez ne pas être là, vous gagnez des points. Sauf que sur Guest to Guest, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, c'est pas d'échange réciproque. Donc avant l'échange d'appartements, c'était deux familles qui voyageaient au même moment et qui échangeaient leurs appartements. Là, par exemple, si vous avez une résidence secondaire ou si vous êtes en week-end, quelqu'un peut venir chez vous et vous n'y êtes pas et vous gagnez des points. Mais au-delà des points, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez louer votre appartement à quelqu'un, entre guillemets le louer ou le prêter, même s'il n'a pas les points suffisants. L'idée, c'est d'aller au-delà de cette question de points. C'est-à-dire, l'action qui est intéressante, si on parle de don, c'est de permettre à une personne qui veut voyager de venir chez vous et vice-versa. L'idée étant que moi, je vais vous permettre de venir chez moi parce que je ne suis pas là et c'est pas grave si vous êtes nouvelle sur la plateforme, venez, je vous offre les points nécessaires à venir pour que, disons que vous avez 50 points et que mon appartement en vaut 400 en termes de nuit, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous veniez. Et derrière, je vais aller dormir chez quelqu'un d'autre, pas ce jour-là, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard. Donc l'idée, c'est que le point sert de prétexte, mais qu'il sert de prétexte à favoriser de l'échange et à favoriser du lien social. On a une autre plateforme qui s'appelle Moutoum. Ils vivent comment Alors, Guest to Guest, et Moutoum et Guest to Guest n'ont pas les mêmes modèles économiques. Guest to Guest, ils ont mis en place des assurances. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre une assurance et eux prélèvent une commission sur l'assurance. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de prendre l'assurance. Moi, je connais bien le fondateur de Guest to Guest et c'est intéressant parce que, en tout cas, lui, il n'a pas forcément d'idéologie autour des communs, mais il a souhaité favoriser avec cette plateforme le fait que les gens puissent voyager et finalement éviter de louer un appartement sur Airbnb ou éviter de louer un hôtel. Et d'ailleurs, il dit, moi, je ne suis pas en concurrence parce qu'on est sur 2 fonctionnements complètement différents. D'un côté, c'est la transaction financière, mais nous, on est sur du don en fait. On est vraiment sur du don, même s'il y a un système de points et même si vous pouvez prendre des assurances. Je vais sur Moutoum, c'est encore plus intéressant. Quand vous voulez acheter un objet seconde main, vous allez sur le Bon Coin, vous allez sur eBay. Moutoum, c'est une plateforme d'échange gratuit d'objets entre particuliers. Vous avez besoin d'une perceuse, vous tapez perceuse, et il y a des gens qui ont référencé tout ce qu'ils ont chez eux et qui vous proposent de venir prendre gratuitement cette perceuse. Alors cette perceuse, c'est le cas typique dans l'économie collaborative, on en parle beaucoup. Là encore, il y a un système de points. Mais c'est clairement établi dans les règles que les utilisateurs sont incités à aller au-delà du système de points. Si j'ai pas les points nécessaires pour prendre la perceuse, le terme louer n'est pas le bon d'ailleurs. J'arrive à sortir ce terme. Prêter. Si j'ai pas les points nécessaires pour emprunter une perceuse, je vais écrire un message à la personne. J'aimerais vous emprunter votre perceuse ou ce livre ou ce lit bébé. Pour cette raison-là, et la personne en face va être incitée à le faire. Et ça marche bien quand il n'y a pas de problème, quoi. Mais il y a un souci, on casse la personne. Alors, comment ça fonctionne Sur Moutoum, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système de caution. sa voiture et qu'il y a un accident. Tout à fait. Alors, sur Moutoum, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système de caution. Sauf que j'ai fait l'exercice avant-hier. J'ai tapé perceuse à Paris. Il y a à peu près 900 perceuses à moins de 10 km de chez moi. 900 perceuses. Il y en a seulement 10%, un peu plus de 10%, 15% qui sont soumises à caution. Ça veut dire que 85% des autres objets disponibles, des autres perceuses disponibles, ne sont pas soumis à caution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui acceptent de prêter. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est intéressant d'un point de vue notamment anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent que leur perceuse soit empruntée par quelqu'un d'autre. Et je vais même plus loin. Voiture, vous avez mentionné la voiture. Aujourd'hui, non mais c'est pas un rêve, hein. Et on va parler de modèle économique en 5 secondes. La voiture. Aujourd'hui, si vous voulez louer une voiture de particulier à particulier, il y a WeCar, il y a Drivey. Pareil, moi je connais très bien le fondateur de Moutoum, Frédéric Griffaton, et ce serait intéressant qu'il intervienne ici un jour
parce que c'est quelqu'un en plus qui a énormément de valeur et en plus, bon, il se trouve qu'il est très mobilisé dans les scouts, etc. Donc voilà. Et Frédéric me dit, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'avoir de l'impact sur ce système de la consommation. J'en ai marre du système de la consommation, de la surconsommation. Si Moutoum disparaît, mais qu'on a permis de mettre dans la tête des gens qu'il est possible de s'échanger des produits et des objets gratuitement, tant mieux. Et sur le cas de la voiture, ce qui est intéressant, c'est que je parlais de Dravi ou de Wicar. Dravi et Wicar, je mets ma voiture au coût Wicar sur une plateforme et n'importe qui peut la louer. Il y a des gens qui l'ont contacté, qui lui ont écrit en disant « Je veux mettre ma voiture sur Moutoum ». Ça veut dire qu'ils pourraient gagner de l'argent avec leur voiture sur une plateforme qui fonctionne bien aujourd'hui, mais ils veulent la mettre gratuitement à disposition sur une plateforme qui est complètement gratuite. Et donc pour le modèle économique, comment il fonctionne sur Moutoum, c'est qu'en fait c'est complètement gratuit pour les particuliers et derrière ils vont voir des entreprises et ils leur disent on peut créer une communauté d'échange à l'intérieur de votre organisation. Parce que les entreprises aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont un problème à retenir leurs talents, qui ont un problème avec le bien-être au travail, etc. Et en créant une communauté de partage, ils veulent essayer de remettre un peu de bien-être dans leur organisation. Donc là, à travers ces exemples-là, on touche un petit peu les différents points que tu as mentionnés. C'est que, je ne sais pas si un jour Moutoum deviendra aussi gros que Amazon. En tout cas, il joue sur le fait que les gens, finalement, ont envie de s'aider, ont envie de s'entraider, ont envie de prêter. 2, sur le fait que ce soit dénué d'argent. Et 3, si je parle de cette personne-là en particulier, que je connais très bien, lui, il a envie de pulvériser le système capitaliste. C'est aussi simple que ça. Emmanuel, de Guest to Guest, est différent. Emmanuel, il a des valeurs de Guest to Guest, mais il dit, moi, j'ai rien fondamentalement contre le système capitaliste, juste je considère que cette solution-là peut permettre à des gens. Et donc, pourquoi je fais ce point-là, Adrien, et pourquoi je mentionne, c'est qu'on va avoir sur ces plateformes-là des gens qui développent l'échange non transactionnel, l'échange non réciproque. Certains ont une idéologie très affirmée, d'autres l'ont moins. Donc en fait, pour revenir sur les définitions de l'économie collaborative, c'est un fourre-tout aujourd'hui, c'est de l'économie collaborative. On va avoir des plateformes transactionnelles, des plateformes non transactionnelles, on va avoir des gens qui ont une idéologie très claire, des gens qui n'ont pas d'idéologie. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est pas évident. Mais quand vous dites... Oui. Quand vous dites qu'il y a, sur les perceuses, il n'y a que 15% qui ont une caution, ça veut dire que les 85 autres pourcents, je pense que dedans, il y en a qui sont très sincères et qui sont prêts à prêter leurs produits de façon gratuite et peu importe les conséquences. Et puis il y en a d'autres qui ne savent pas. Ils se disent, je vais prêter, mais ils n'ont pas pensé au fait que qu'est-ce qui va se passer s'il y a un pépin et que ma perceuse est cassée ou perdue ou volée. Et c'est là que ça me gêne, c'est-à-dire est-ce que ces règles de caution ou de garantie sont écrites quelque part? Est-ce que tout le monde est bien conscient qu'il y a des risques derrière et à partir du moment où c'est écrit, vous entrez dans le contrat. Là, on n'est pas dans une logique de contrat, on est dans une logique relationnelle, de relation. C'est pas le contrat associé à la perceuse, c'est le fait de pouvoir entrer en relation avec vous par l'intermédiaire d'une perceuse. Qui est un risque, comme dans toute relation, il y a toujours un risque. Mais si tout était objet de contrat, on retomberait dans l'absence d'incertitude et de relations normales au sein de... Et pardon, juste une petite précision. Dans la vie, en fait, le risque, il est présent dans tout ce qu'on fait. Quand on rencontre une personne, quand on noue une amitié, quand on rencontre un amour, il y a un risque. Mais la question, c'est... Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce côté rationnel, je pense, qui nous a été survendu dans notre éducation, il faut être cartésien, il faut être rationnel, etc. À un moment donné, ce qui est assez incroyable, c'est que ça limite la capacité des individus à échanger, juste à créer du lien. Et ce que je trouve intéressant, c'est... et d'ailleurs, je vous invite, inscrivez-vous et faites le test et regardez si effectivement c'est communiqué facilement ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est assez clair parce que en plus, leur foire à question est très courte et c'est précisé très clairement pourquoi on prend une caution, pourquoi on ne prend pas de caution. Oui, comment ça s'est fait? Juste pour terminer ma question, parce que tu n'as pas répondu sur ce sujet-là, sur la place de l'État, la force publique dans la régulation des acteurs de l'économie collaborative, et je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est compliqué d'appeler ça comme ça. Réponse très courte. Moi, je vois beaucoup de députés, je rencontre beaucoup de députés, ils comprennent rien. Mais je leur en veux pas, je leur en veux pas. Déjà, les gens qui sont censés être à la pointe sur ces questions ont du mal à comprendre, et moi, je leur dis juste, là où je leur en veux, c'est de voter des lois sur des sujets qu'ils ne comprennent pas. Et je leur ai dit, et quand je leur rencontre, je leur dis, pourquoi vous les votez? Discutez-en, appelez des gens qui s'y connaissent, mais ne votez pas des choses pour lesquelles vous ne comprenez pas, c'est dommage. C'est juste, voilà. Aujourd'hui, c'est de manière assez simple, il y a peut-être 0,5% des décideurs législatifs
qui comprennent vraiment ces questions-là. 0,5%, je suis peut-être un peu optimiste. Et ceux qui comprennent, ils veulent faire quoi? Ils essaient de peser sur les décisions des autres. Et c'est quoi les décisions que peuvent aujourd'hui, c'est que de la fiscalité. On met un plafond, on régule. Tiens, toi, tu Hitch, une plateforme qui a été fermée il y a 3 semaines, qui réouvre parce que ça. Airbnb, il y a pas longtemps, justement. Airbnb, dans différents pays, il ferme. Les taxes d'habitation. Mais ce que je disais avec Airbnb, Airbnb, encore une fois, est responsable d'un certain nombre de choses, mais c'est pas en fermant Airbnb, on ne réglera pas la question de l'augmentation des prix des loyers à Paris. C'est un accélérateur, mais c'est pas seul. Et là où je vais être indulgent avec les plateformes, c'est qu'attention, on critique beaucoup les plateformes sur notamment les questions fiscales, etc. Mais c'est pas les plateformes qui ont inventé l'optimisation fiscale. On a des chers Français qui sont en Belgique, qui sont très présents dans l'activité. Tu parlais de la distribution. Parmi les plus grandes fortunes françaises dans la distribution, et ils vivent de l'autre côté de la frontière. Là, on a des spécialistes de l'optimisation fiscale. Donc, oui, il faut être conscient de l'impact des plateformes. Il ne faut juste pas non plus les accuser de tous les maux. Et certains n'ont pas juste demandé à être dans ce fourre-tout, là. Mais ok, enfin, c'est un peu une réponse pour dire qu'il ne faut rien faire, mais... Non. Mais en fait, concrètement, j'ai vraiment pas de réponse. J'ai l'impression que les députés, ils savent pas ce qu'il faut faire, mais personne ne sait ce qu'il faut faire. Si, toi? Non, justement, ces gens, ils sont numériques, et par exemple, Hitch, Airbnb, etc., c'est vraiment, on visite tous les grands services. J'étais DG d'Airbnb, ça m'a fait mal, c'est la vie. Il y a un côté, effectivement, ça marchandise des choses qui n'étaient pas marchandes avant. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de pays quelque part où on a réussi à dire ok, on va pas complètement jeter le bébé avec le bain, parce que sinon la solution radicale c'est de dire stop, pas numérique, mais on voit bien que c'est pas très réaliste, que c'est comme un utopie. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont inventé quelque chose de suffisamment réaliste pour que ce soit fonctionnel, qui permettent de moraliser quand même un minimum ces plateformes qui n'ont aucune dimension morale dans leur fonctionnement? Juste. Moi, c'était vraiment le 3e pilier, le public. Le don, le commun, le public. Et la politique publique, on a une activité politique importante sur le sujet. L'année dernière a été votée la loi pour la République numérique. Axel Lemaire a voulu mettre un point important sur l'économie collaborative, notamment à ajuster la réglementation pour Uber ou pour d'autres plateformes. Il y a beaucoup de réflexions. Alors, moi, c'est moins au niveau de l'État que je vous répondrai qu'au niveau plutôt des collectivités territoriales, et dans un sens positif. L'économie collaborative est quelque chose à défendre, à protéger donc, et à favoriser, à développer. Un exemple tout simple. Pardon, ce que tu entends toi par économie collaborative, ce qui n'est pas forcément entendu par tout le monde. On a proposé des approches, si tu veux, de l'économie collaborative. Un exemple sur lequel j'ai un peu travaillé à Toulouse, mais il y a des Toulousains qui souhaitaient valoriser leur patrimoine culturel en ligne. Et la mairie, dans ses différentes institutions, dispose de beaucoup de fonds, notamment des photographies qui ont plus d'1 siècle. Le muséum a beaucoup d'objets à montrer. Et vous avez des associations, dont Wikimedia, qui veulent que ce patrimoine soit livré au public. Il est très clair que c'est la mission de service public des institutions, de l'État, des collectivités territoriales, de favoriser le développement de la culture et donc de rendre aux citoyens, de rendre public, de rendre visible ces éléments du patrimoine. Donc, à Toulouse, par exemple, ils ont fait une convention, une simple convention qui a été signée en mairie, avec très light sur le plan juridique, où tous les acteurs sont amenés à collaborer pour rendre possible, ici, par exemple, la reconstitution virtuelle d'un patrimoine culturel. Donc un lot de photographies de Jeanne Truitade il y a 1 siècle, par exemple, qui est un grand conservateur du muséum de la ville de Toulouse. Et là, vous avez des exemples où finalement l'État ou les collectivités peuvent être partie prenante dans l'économie collaborative. Ça permet de donner un autre angle de vue que toujours voir l'État comme régulateur, mais au sens régulateur uniquement celui qui met les garde-fous. Parce qu'on a démarré en parlant de capitalisme financiarisé, en ayant clairement le sentiment que l'État intervenait toujours pour fixer une barrière qui de toute façon allait être peut-être explosée rapidement, ou en tout cas c'est toujours a posteriori. Tandis qu'ici,
On voit que l'État peut aussi intervenir comme moteur, ou les collectivités comme moteur, et de façon positive pour permettre à l'économie collaborative de se développer. Alors c'est sûr que le problème de ces plateformes, si on faisait un lien, tout à l'heure j'ai parlé de la grande distribution, quand on raisonne un peu avec l'économie collaborative, on finit par fonder une AMAP. Et donc on retrouve une économie locale, une production locale, des circuits courts, tout le monde est censé participer, faire œuvre commune pour que ça fonctionne. Ça n'interdit pas qu'il y ait des transactions financières, qu'il y ait des échanges marchands, mais le bien du système de ressources, lui, est tenu pour supérieur au simple intérêt que chacun peut trouver dans la transaction. Quand on fait ça, ici on n'a pas besoin de numérique ou très peu, mais le numérique va quand même aider pour informer, pour mettre peut-être plus en relation ceux qui ne sauraient pas que cette AMAP a été créée ici au Simone. Il y a certainement beaucoup d'autres choses qu'on a évoquées, que ce soit sur le plan du logement, de la voiture, qui pourraient être développées de façon plus locale avec l'aide du numérique. C'est un peu l'idée qu'avaient les fondateurs de l'Internet avant que ce soit le web. Quand on lit les ouvrages un peu sur l'utopie numérique au XXe siècle, on se rend compte qu'il y a 40 ans, quand des communautés faisaient des expérimentations en Californie, on se servait de micro-ordinateurs pour essayer de favoriser cette culture de la coopération, de la collaboration. Pour ça demande une infrastructure politique des biens communs. C'est Ben Clerk qui dit ça. C'est-à-dire que vous avez différentes couches. À un moment donné, il ne faut pas laisser des plateformes hébergées dans des pays qui ne sont pas sous la juridiction, qui délivrent des services que vous ne pouvez pas contrôler, ou sur lesquels vous pouvez seulement intervenir sur les acteurs de votre territoire à la marge. Parce que finalement, Airbnb, le seul moyen pour l'État, ils ont un moyen de pression politique sur Airbnb, mais ça va être principalement de cibler ceux qui mettent à disposition les logements pour qu'ils paient la fameuse taxe. On peut tout à fait imaginer que des plateformes soient obligatoirement hébergées en France, respectent les codes de l'open source par exemple, et de ce fait rentrent beaucoup plus dans ce que j'ai défini comme étant l'économie collaborative. Et là, il y a des champs qui sont largement ouverts. Nous, à l'université, par exemple, on se pose ces questions-là. On dit les enseignants interviennent devant les étudiants. De plus en plus, on fait appel au numérique, ils sont filmés, etc. Est-ce que cette donnée, on la met sur des plateformes américaines ou à l'autre bout du monde, qui un jour peut-être nous mettront une commission sur le cours de l'enseignant pour pouvoir y accéder, même si c'est pas la tendance des dernières années avec les cours massifs en ligne. Mais en soi, on s'expose à ces risques-là à partir du moment où on ne tient pas compte de l'enracinement dans un territoire local. On retrouve peut-être des notions que vous avez l'habitude de voir ici, mais la question de l'enracinement me paraît fondamentale en lien avec le développement du numérique. Sur les collectivités territoriales, je plus sois. Juste, ouais. Tu vas dire parce que oui, vous avez depuis tout à l'heure, une question de tout à l'heure, c'est vrai. Non, moi ce qui est intéressant en fait, c'est de savoir s'il y a des études un peu poussées sur la dimension sociologique en fait, de l'économie collaborative qui ont été faites. Parce que, en fait, moi tel que j'ai l'impression que les choses évoluent, je pense que les deux systèmes, c'est-à-dire les plateformes type Airbnb et autres, et d'autres nouveaux systèmes qui voient le partage sur le code vont en fait cohabiter. Parce qu'il y a même tous les mêmes intérêts, les mêmes attentes derrière, et à partir du moment où on a un outil technique et des éléments financiers, de toute façon il y aura toujours des gens pour aller vers ça. Voilà. Après, je pense que derrière le fait que des gens choisissent de partager des objets, il n'y a pas uniquement des ressorts, des blocages, voilà. Il y a aussi plein d'éléments de la situation de la personne, et ça m'interroge beaucoup de me dire est-ce que les gens qui partagent, aussi justement ceux qui sont dans cette surabondance et qui ont déjà des choses à partager, qui acceptent parce qu'ils ont une forme de sécurité de mettre des biens à disposition. Voilà, il y a la question de la densité aussi, c'est-à-dire l'économie de la collaboration se nourrit aussi d'espaces denses, où il y a possibilité de faire du partage. Donc voilà, puis des espaces non denses, etc. Et est-ce que c'est vraiment partagé avec quelqu'un s'il n'y a justement pas de vraie relation? Et c'est là qu'on en revient à la question du territoire. C'est-à-dire que, est-ce que, comme vous dites, ça crée de la relation? Alors en fait, on s'est juste prêté une perso, est-ce que c'est vraiment une relation? Alors que si on appartient vraiment à une même chose, qu'on partage cette chose en commun et qu'elle nous lie, et
et qu'à partir de cet objet, ce territoire, on crée une relation. Je trouve que c'est plus là qu'est la question en fait. Enfin voilà, moi tout ça m'interroge beaucoup, je me demandais s'il y avait eu des réflexions un peu sociologiques sur cette dimension, parce que dans le profil des personnes, parce que je côtoie des personnes très différentes, d'une société sociologiquement très variée, et j'observe plutôt le type de personne qui a quand même tendance à être dans l'économie collaborative aujourd'hui. Et je trouve que c'est quand même intéressant de se poser cette question-là. En 2014, on avait fait une étude qui s'appelle Share Evolution, donc Share comme partage et évolution. Les résultats de cette étude sont librement accessibles sur Internet, c'est open source. Et on avait essayé de catégoriser un peu justement les utilisateurs de plateformes collaboratives. On avait fait 4 typologies. Donc je vous invite à aller voir parce que je ne vais pas en parler, ce serait très trop long, mais voilà, Share Evolution. C'est alors SHAREVOLUTION. Et donc on avait notamment les sceptiques, les engagés, etc. Donc on avait essayé de catégoriser cela. Moi aujourd'hui j'ai l'impression que c'est... Alors, il y a des gens qui travaillent dessus, mais c'est quand même très compliqué d'essayer de comprendre les ressorts de motivation. Exactement. Et puis encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, parfois tu fais une action, mais tu ne te rends pas compte à un moment donné de manière consciente de l'action que tu fais. C'est-à-dire que l'action, elle est issue de ta construction sociale. Enfin, Pierre Bourdieu en parle beaucoup, hein. On fait des choses, on dit des choses, mais on ne se rend pas compte que ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est pas que moi, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'histoire derrière, c'est mes parents, c'est tout un tas de choses. Voilà, donc c'est intéressant, mais je pense qu'on peut se perdre à essayer de chercher cela. Mais les sociologues adorent faire ce travail, je trouve ça génial. Ouais, je pense que c'est important, en fait, la dimension idéologique, c'est se rendre compte que derrière ce à quoi ça se connecte. C'est-à-dire quelqu'un qui va chercher peut-être la location sur Airbnb ou cette chose, il est peut-être... Cet élément s'articule peut-être un ensemble à l'intérieur de sa vie idéologique, de pratiques, de manière de voir le monde, etc., qui est différente d'un autre. Et donc une des questions, c'est aussi comment on fait prendre conscience aux personnes de ce qui est derrière ces éléments de plateforme. Parce que justement, est-ce que, en fait, les pratiques qui sont différentes, bon, elles peuvent relever le facteur d'individu, elles peuvent relever le facteur sociologique, mais aussi la vision du monde qu'on partage. Et là-dessus, je pense que les personnes ne savent pas, par exemple dans le cas d'Uber, faut quand même, moi, pour avoir fait personnellement quelques recherches pour comprendre le cas Uber, pour comprendre que justement c'est une entreprise qui aujourd'hui est en construction et qui a des impacts énormes, et qui pourtant a un modèle financier encore une fois pas à l'équilibre, qui passe son temps à aller chercher des chauffeurs, qui en même temps est déjà en train d'élaborer la voiture sans conducteur. Ça demande quand même de faire un travail de recherche, de compréhension pour rentrer dans cet objet. Et je pense que les gens aujourd'hui ne partagent pas non plus la même vision du monde et ce qu'il y a derrière ces éléments, et du monde économique, etc. Je pense qu'il y a vraiment de plus en plus des degrés d'appréhension de tout ça qui sont très différents et qui du coup génèrent des pratiques aussi. En fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Je pense que déjà, d'une part, tu peux consommer à un moment T un service, et à un moment T plus 1 ou T plus 2, avoir une consommation qui est différente. C'est-à-dire qu'au départ, tu es sur Airbnb parce que tu aimes bien, et puis après, tu vas le consommer, mais pour d'autres raisons. Nos modes de consommation évoluent. Si je fais un parallèle, parce que tu fais un parallèle sur l'impact au niveau du territoire, etc., les vêtements. Moi, aujourd'hui, on achète des vêtements aujourd'hui qui sont fabriqués par des enfants au Bangladesh, au Pakistan, etc. Les gens achètent, mais ils ne se rendent pas compte, ils regardent le prix et la marque et point barre. Pourtant, si tu parles d'économie collaborative, en achetant des vêtements qui sont fabriqués en France, on pourrait dire que d'un point de vue philosophique ou idéologique, on se retrouve dans une économie collaborative telle que tu l'as décrit, puisqu'on crée des choses, on crée de la valeur sur un territoire, on crée un commun. C'est-à-dire qu'en achetant, au-delà du geste d'acheter un vêtement, tu contribues à nourrir une économie qui est bien plus forte que le simple geste d'acheter. Donc si je reviens à cette question d'économie collaborative ou de plateforme, je ne suis pas sûr que les gens mesurent tout ce qu'ils font, mais je trouve, les informations, on peut les obtenir, et deux, si on prend le cas de Uber. Uber, à Paris, est responsable en région parisienne de la plus grande création d'auto-entreprises en Seine-Saint-Denis, 93, avec plein de gens qui avaient des difficultés d'accès au marché du travail, etc. Il y a des gens qui vont sur Uber parce qu'ils sont sincèrement convaincus qu'en utilisant Uber, ils permettent à des jeunes banlieusards de... Oui, voilà, comme Macron dit, c'est soit ça, soit le mur. C'est débile, mais bref. Et pour petite sœur, je le vois demain soir, je conviens à une réunion de débat et j'ai hâte d'y être. Mais je suis pas macroniste, loin de là, très loin de là. Mais pour revenir à cette question-là, il y a des gens qui sont sincèrement persuadés qu'en faisant ça,
il faut une bonne action. Et il y a des gens qui sont sincèrement persuadés quand louent un appartement sur Airbnb, ils permettent à des gens de payer leur loyer, etc. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le jugement de valeur. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on ne peut pas dire que toutes les plateformes sont amorales. C'est pas un jugement de valeur, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même un système qui multiplie les écrans et la facilité de compréhension. Enfin, tout à fait, mais ensuite, tu es capable, on est tous capables d'aller chercher l'information. Je pense aujourd'hui sur Uber ou sur Airbnb, il y a des informations assez claires. Mais moi, j'ai un avis très différent parce que effectivement, ce que vous soulignez, j'ai plein de références à vous proposer parce que je pense que quand Stigler dit qu'on va vers la société automatique, il y a une part de vérité assez forte, au sens où moi je suis assez dans la ligne d'un des grands critiques de la technique qui est Ellul, qui disait que finalement l'informatique, l'ordinateur permettait l'achèvement de notre système technicien. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on vit dans une civilisation artificielle à dominante économique. Il suffit d'écouter les responsables politiques aujourd'hui pour les présidentielles. L'économie, c'est vraiment le cœur du programme de la plupart des candidats, qu'on parle de revenu universel ou qu'on parle des façons de mettre fin au chômage, etc. La population aujourd'hui, dans sa majorité, vit dans des aires urbanisées et aujourd'hui, avec le numérique, on a enfin pu unifier nos modes de communication. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que cette machine universelle qu'est l'ordinateur nous permet de programmer un nombre d'actions toujours plus important. Et donc cette société automatique, Stigler dit qu'évidemment ça a des conséquences terribles sur le travail, puisqu'on fait reculer toujours plus la part du travail qui n'est pas automatisable. Puisque toutes les actions qui le sont, elles, ont vocation à le devenir. Beaucoup de la plupart de ces plateformes, si c'est pas presque la totalité, se basent sur des algorithmes, donc des instructions programmées. Et là-dessus, je vous renvoie vers les travaux d'Antoinette Rouvroy, qui travaille avec Stigler et qui a parlé de gouvernementalité algorithmique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait même plus quelle est la règle de décision qui a été appliquée par l'algorithme en question sur la plateforme. On a de la chance aujourd'hui, un taxi, entre guillemets, est arrivé devant notre porte. Il est évident que pour beaucoup de sociétés de la Silicon Valley, demain, le taxi n'aura pas de chauffeur, puisque le but, c'est que tout soit autonome. Les individus, c'est la même chose. On tend à toujours plus essayer de donner d'autonomie aux individus, mais dans un sens qui est « je suis toujours plus adapté, intégré au système technicien dans lequel je me trouve ». Donc effectivement, dans cette perspective-là, j'ai un agent artificiel à ma disposition qui réserve pour moi la chambre chez un habitant parce qu'à ce moment-là du marché, ça sera plus intéressant que de loger à l'hôtel, qui aura commandé ma voiture, qui aura un chauffeur ou non qui arrivera à ce moment-là, et la relation humaine disparaît quasi totalement puisque on a désintermédié tout ça par de la plateforme artificielle en ligne. Voilà. C'est quand même une tendance lourde qui se dessine. Je ne dis pas que toute la société finit comme ça, mais c'est une tendance lourde qui se dessine. Donc à partir de ce moment-là, les approches sociologiques, elles sont très importantes. Là, ceux que je viens de vous citer font beaucoup de liens avec les travaux sociologiques. C'est sûr que ça perturbe totalement les réflexions anthropologiques qu'on s'est faites au début. Qui n'ont pas accès au numérique. Et en plus, les personnes qui n'ont pas accès au numérique, parce que ce que disait Toufik sur les personnes en Seine-Saint-Denis, ce qui est en plus dramatique, moi je l'ai vécu dans certains pays de l'Est, ou dans certains villages où vous n'avez pas forcément l'électricité pour toutes les maisons ou l'eau potable. Par contre, le téléphone portable, tout le monde en a un. Parce que plus personne ne peut se permettre de ne pas être relié à la société de la communication. Il faut qu'on soit tous en communication. Donc il faut tous qu'on ait notre dispositif, comme dit Agenben, de communication. Et donc sous cet angle-là, le dispositif va nous permettre de déclencher toute une série d'actions, de processus qu'on n'est même plus capable aujourd'hui d'arrêter, ça c'est sûr. Peut-être tout vite tu réponds et après on pourra continuer parce qu'il est déjà tard. Et oui, et moi je vais devoir... Voilà, on va devoir libérer. Très court alors. Je vais essayer de... 3 secondes, je voulais passer d'ailleurs. Je crois que vous avez relevé quelque chose de très important avec le territoire, parce que, en fait, je crois qu'il y a une grande confusion depuis qu'on parle de l'économie collaborative, il y a une grande confusion parce qu'il y a 3 choses qui sont contenues dans l'échange collaboratif dématérialisé. Il y a le contrat,
soit on vend le contrat. C'est-à-dire que les deux personnes, les deux côtés contractent avec la plateforme qui facture le contrat qui part avec le revenu de la facturation. Il y a la mise en relation pure, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, du prêt s'appelle. Elle fait partie de la transaction, mais là, vous ne prenez plus d'argent sur le contrat. Et enfin, il y a le fait de mettre tout le monde dans le même territoire. C'est votre exemple avec les téléphones. Tout le monde étant sur le même territoire, redevient maître du contrat et de la mise en relation. Donc en fait, on a des natures, on a des relations qui sont de nature extrêmement diverses, anthropologiques, juridiques et économiques. Et on met tout ça dans le même moule, on va appeler ça l'économie collaborative. Moi, dans cette donnée, je vous donne un exemple très simple, et après peut-être, c'est Ryanair. Ryanair, c'est de l'économie collaborative. Pourquoi? Parce que ceux qui le vendent, ils vendent l'idée du voyage. Ils vendent le territoire, ils vendent aux boîtes de commerce, aux chambres de commerce, ils vendent l'idée qu'il va amener des personnes sur cet aéroport, sur son aéroport. C'est ça qu'ils vendent, c'est ça le modèle économique. Et après ça, grâce aux subventions qui touchent par les aéroports, il n'a plus besoin de faire payer la place dans l'avion. Parce que c'est 60%, c'est 60% des revenus de Ryanair, ça n'a rien à voir avec les gens qui payent l'avion. On est déjà, à ce moment-là, on est rentré dans le cadre d'une mise en relation et d'un contrat. Ils vendent le contrat entre l'Irlandais et le gars et la chambre de commerce de Grenoble. Ryanair, c'est une forme de grand Uber. Mais en fait, moi, en tout cas, pour vous résumer, en tout cas, la manière dont je vois les choses, c'est même si on essaie de définir, moi, j'essaie de sortir des logiques de définition et de nous intéresser aux pratiques, à ce qui se passe sur le terrain. En fait, on a des points de désaccord, mais moi, je suis pas si éloigné que toi, en fait, d'un point de vue philosophique. Par exemple, moi, je refuse d'acheter aujourd'hui de faire un crédit immobilier parce que j'ai pas envie de collaborer avec le système bancaire à ce niveau-là, parce que j'estime que j'ai ma part de responsabilité. Sur ce que tu décris tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Simplement, encore une fois, c'est pas nouveau, et je considère que c'est notre responsabilité personnelle à chacun de nous interroger sur la manière dont on consomme, sur ce qu'on consomme, sur avec qui on consomme ou comment on consomme. Et encore une fois, et pour reprendre faire le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure, la nouveauté du numérique, c'est que ça accélère ces tensions. En fait, on voit une accélération des tensions. Les tensions émergent de manière beaucoup plus rapidement. En un an, Uber, ce qui est très drôle, c'est que Uber, il y a un an et demi, c'était les chauffeurs de Uber qui manifestaient, c'était les chauffeurs de taxi qui manifestaient contre Uber. Il y a 6 mois, donc un an après, c'est les chauffeurs Uber qui manifestent contre Uber. C'est quand même du jamais vu dans l'histoire d'une organisation. En si peu de temps, ceux qui étaient mis au pilori mettent au pilori ceux qui leur donnent entre guillemets du travail. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder les pratiques, de voir qu'en fait les pratiques ne sont pas uniformes. Moi je pense qu'il faut une biodiversité économique. Je pense qu'à un moment donné, il faut différents types d'acteurs et que comme dans la nature, il se passe des choses. Et après, c'est comment nous, notre responsabilité en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur, quel rôle je joue dans cette chaîne alimentaire-là. Est-ce que je peux aller sur des transactions, des plateformes ou des entreprises qui sont plus éthiques? Voilà un petit peu ce qui résume moi ma position et de sortir un peu des questions idéologiques et de regarder ce qui se passe sur le terrain. Et je pousse ça sur la question des territoires locaux. Avec ce que tu racontes. On peut continuer peut-être autour du bar. Peut-être que tu veux. Je vous remercie. Moi, je suis obligé malheureusement de vous quitter parce que je suis attendu pour dîner, mais j'aurai le plaisir à poursuivre l'échange, ceux qui le voudront bien. Sinon, peut-être s'il y a des questions par mail. Ouais, de toute façon, la vidéo sera disponible sur YouTube. Donc... Alors, je n'ai pas donné mon autorisation à la publication. Non, mais si vous l'autorisez.